Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Tu connais l'expression « jamais 203 » ? Cet épisode en est la parfaite illustration puisque pour la 3e fois sur Prenons un café, je reçois Justine, la fondatrice de Yogin Mama. La première fois qu'on a enregistré, Justine était la mama to be de sa première fille. Et elle kiffait pas mal ça. Elle ignorait encore tout des challenges de la maternité et s'apprêtait à donner naissance avec la certitude que ses plans seraient conformes à la réalité. Pour notre 2e épisode, on revenait sur sa première année de mama et elle nous racontait à quel point tout ne s'était pas passé comme elle l'aurait souhaité. Cette fois, Justine revient avec une toute autre histoire. Depuis notre dernier échange, Justine est devenue la mama de Martha, sa 2e nana, comme elle aime le dire. Et si je lui ai demandé de raconter cette histoire à mon micro, ce n'est pas un hasard. Justine a détesté cette 2e grossesse, au point de frôler la dépression prénatale. Pourtant, ce 2e bébé était hautement désiré et ce mal-être profond n'avait absolument rien à voir avec l'amour intense qu'elle lui a porté dès qu'elle a su qu'elle était là. Elle n'avait qu'une hâte, que la naissance arrive pour enfin reprendre le pouvoir sur son corps et sur sa vie. Et quelle naissance ! Je te préviens d'avance, cette histoire de naissance est si belle qu'elle m'a émue aux larmes lors de l'enregistrement. Mais je ne t'en dis pas plus, c'est parti pour le 3e chapitre de la Mama Story de Justine. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Justine. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café pour la 3e fois. Tu as déjà raconté ton histoire dans les épisodes 17 et 42, où tu racontais, le premier épisode c'était il y a 2 ans, je me souviens, c'était en décembre 2019. Tu étais enceinte, très enceinte de Paula, ta première fille, et on avait parlé justement du programme Yogin Mama que tu étais en train de mettre en place et qui avait germé en même temps que ta grossesse finalement. La 2e fois, c'était l'épisode donc 42 où Paula avait 1 an. Donc c'était 1 an après, on a parlé de la naissance, de tout ce que tu avais mis en place et à quel point justement tu avais été en auto-test. C'est-à-dire que tu te servais un petit peu de ton expérience. Ouais, c'était pas très joli, mais de ton expérience justement pour agrémenter Yogin Mama et peut-être que tu avais été même un peu loin. Cette fois, on va parler donc de cette 2e grossesse, puisqu'aujourd'hui, tu as 2 enfants. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous rappeler un peu qui tu es, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Justine. Je suis la maman de Paula qui a 2 ans et de Martha qui a 2 mois aujourd'hui. J'ai 29 ans et je suis la fondatrice de Yogin Mama et du Mama Kiff, une plateforme pour faire kiffer et bouger les futures et jeunes mamans. On enregistre un 3e épisode pour une raison assez simple. Il n'y a pas longtemps, en story sur Instagram, tu parlais de cette 2e grossesse qui ne s'est pas passée comme tu l'avais imaginé et qui n'a pas été un kiff, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant justement de revenir sur ça avec toi, puisqu'il y a vraiment beaucoup de différences avec ta première grossesse. Montrer que un bébé n'est pas l'autre, qu'une grossesse n'est pas l'autre, et c'était intéressant d'aborder ce sujet-là pour déculpabiliser en fait les mères, les futures mères, chose que tu aimes faire et que j'aime assez faire aussi. Est-ce que déjà, avant de parler de la grossesse en elle-même, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est venu le désir du 2e enfant ? Il n'est pas vraiment venu. C'est un peu comme le premier, en fait. Je savais que je voulais un 2e enfant, mais j'aime jamais réellement dire quand. Et en fait, tout simplement, je suis tombée enceinte. On avait tous les 2 à cœur, avec mon mec, que ce soit autour de 2 ans d'écart, donc quand même assez rapprochés. Et en fait, je suis tombée enceinte de Martha quand Paula avait 13 mois. C'était pas une grossesse qui était attendue dans l'immédiat. Mais voilà, du coup, j'ai pas réellement connu, ce désir... cette attente, en fait. Cette attente, que ce soit pour la première ou pour la seconde. Après, j'ai conscience de la chance incroyable aussi que j'ai de ne pas attendre et que ça vienne seul. Comment tu réagis du coup quand tu apprends cette grossesse qui était certes désirée puisque tu voulais un 2e enfant dans les mois à venir ? Comment tu réagis face à cette surprise-là ? Alors désolée, c'est cash, mais à chaque fois je dis putain c'est la merde. Et je pleure. C'est vrai.
Ouais, je sais pas pourquoi. Mais là, je bossais avec une de mes amies et je sais pas, je sentais un truc. J'avais même pas encore de retard de règles et je sentais, donc j'ai acheté un test, j'ai fait pipi dans son bureau et je lui ai dit putain, mais je suis enceinte. Et après, j'ai appelé mon mec. Ouais. Voilà. Enfin, après, c'est vraiment un moment flash où c'est ma première, mon premier ressenti et ensuite, je suis contente. Ouais, t'étais quand même contente. Tu t'es pas dit ah mince déjà. Enfin. Non. Non, je me suis euh, pas dit. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais pas la sensation que 13 mois c'était petit. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que je voyais ma première déjà grande ou. Je sais pas, mais j'avais pas l'impression de faire des enfants rapprochés, des grossesses rapprochées. Et... Donc non, ça, je me suis pas dit, déjà. Ouais. Et alors, comment se passe ce début de grossesse ? Moi, il faut savoir, qui dit premier trimestre, dit rage de dents, mais monumental. C'était la même chose pour ma première grossesse et pour la seconde, c'était encore pire. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment cloué au lit, je ne peux rien faire. C'est une douleur, mais insoutenable. Donc, du coup, difficile. Bah oui, surtout quand t'as un bébé, en fait, aussi, en plus. Après, ça a duré... on va dire, ça a duré vraiment 10 jours, mais ça m'a paru 3 ans. C'est énorme, en vrai, 10 jours avec une douleur, c'est horrible. C'était terrible. Je dormais pas, je pleurais de douleur. Enfin, vraiment, c'était dur. Et nausées, plutôt assez fortes quand même. Pas de vomissements, mais nausées et une fatigue extrême que j'avais déjà connue pour la première grossesse. Donc, je me suis dit classique, 3 mois, elle va partir, et voilà. Et est-ce qu'elle est partie, la fatigue ? Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. Comment tu gères ? Parce que tu dis dans ton imaginaire, pour toi, ta première fille n'était pas un bébé, mais en fait, dans les faits, si. Enfin, elle avait 13 mois. Que j'allaitais encore, en plus. Tu l'allaitais encore ? Ouais, t'es tombée enceinte, tu l'allaitais encore ? Ouais. Ah ouais, j'avais cru comprendre que justement non. Non, en fait, je suis tombée enceinte le jour où Paula a décidé de mettre fin à notre aventure. Il n'y a pas tellement de hasard à ça. Il n'y a pas de hasard. Je pense que peut-être que le goût était différent. Mais écoute, on entend beaucoup parler de ça, justement, qu'il y a beaucoup de sevrage qui se passe quand la mère est enceinte d'un nouveau bébé, parce que le lait change. Après, tu produis moins de lait aussi pendant la grossesse. Et après, ça change pour se préparer au nouveau bébé, en fait, tout simplement. Et pour produire du colostrum. Donc peut-être que c'est ça. Mais j'étais contente parce que ça venait d'elle. Et moi, j'en avais marre. Franchement, c'était génial. Ah bah parfait, parfait. Et t'as pas ressenti de douleur du coup, parce que c'est quand même c'était un sevrage brutal ? Non, pas tant, parce qu'à 13 mois, c'était une tétée le matin et une tétée le soir, et parfois elle préférait manger un yaourt déjà. Mais tu vois, parce que moi, j'ai eu un sevrage brutal aussi, parce qu'Alice a choisi à 12 mois, et par contre, je me souviens des douleurs, en fait, des montées de lait et de ces seins tendus qui ont duré hyper longtemps et que tu peux pas tellement stimuler parce que tu veux arrêter la lactation, justement. Et ça, c'est un truc qui m'a... Ouais. Parce que ça n'a pas été progressif où tu dis t'enlèves une tétée, et pourtant, il y avait que le matin et le soir aussi. Et moi, j'ai souvenir de ça. Après, peut-être qu'enceinte, du coup, t'as peut-être moins de ça. Oui, parce que déjà, tes seins grossissent, peut-être. Oui, je aussi. sais pas. Ouais, c'est vrai, tu te rends peut-être moins compte de ça. Ok. Comment tu gères ce premier trimestre de grossesse et ta première maternité ? Je pense qu'en fait, ça m'a pas paru vraiment beaucoup plus difficile d'avoir une aînée. Encore une fois, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Et puis, j'avais un mec aussi présent que moi. Donc, en fait, pendant ce moment-là, il gérait Paula à fond, plus que moi. Et moi, j'étais OK avec le fait, c'est tout, là, je suis malade. Je dois aussi m'occuper de ce bébé qui grandit en moi. Et je suis un peu moins présente pour Paula, mais c'est pas grave. Oui, ça reviendra. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Il y a son papa, il y a ses grands-parents... Et puis Paula, c'est une grande indépendante. Elle part vite à droite à gauche avec n'importe qui. Okay, voilà. C'est bon à savoir. J'avais vu justement sur Instagram, tu parlais des problèmes de sommeil de Paula. À ce moment-là, t'en étais où avec ça ? Alors ça, c'était l'enfer. Ouais. Ah franchement, ça c'était l'enfer. Paula, elle a fait sa première nuit, elle avait 15 mois, donc j'étais enceinte de 2 mois du coup. J'avais décidé d'arrêter de la prendre dans le lit et de choisir cette facilité. Je suis désolée de le dire, mais de mon sens, oui, moi, c'était une facilité de me dire, parce que je suis fatiguée, je suis épuisée, ça fait 15 mois presque que j'ai pas dormi. Je la prends, j'ai pas du tout l'impression je sais que c'est pas mal et que c'est OK, mais je savais que ça allait pas l'aider à trouver les clés pour ne plus se réveiller la nuit.
Et je me suis fait accompagner par une coach en sommeil. Enfin, en fait, c'était même pas un réel accompagnement. J'ai organisé un live Instagram avec une coach en sommeil. Et je sais pas, ça m'a donné un déclic et les clés. Et je me suis dit, oh, mais en fait, pourquoi personne me l'a jamais dit avant? C'était des conseils simples, mais en fait, t'apprends pas à faire dormir un enfant. Enfin, c'est une réelle éducation, tu vois, je trouve. Et donc voilà, est-ce que c'est le fait aussi? Un jour, je lui ai dit, écoute, Paula, je suis épuisée. Maman, elle va avoir un deuxième bébé, elle a besoin de dormir, et du jour au lendemain. Mais ça s'est vraiment passé du jour au lendemain. Elle a dormi. Ouais. Mais en fait, t'as peut-être aussi mis des mots, en fait. Ouais. Et mis des mots, même si, bon, c'est vrai que les phrases complexes, à cet âge-là, c'est vrai que c'est pas ça qui rentre, mais dans ton intention, en fait. Dans ton intention, il y a un message qui est passé et donc des actions qui ont été mises en place. Parce que j'ai l'impression que l'accompagnement au sommeil, alors il y a un peu de tout dans le marché du sommeil, il faut faire hyper attention. Si on vous dit que la personne a la solution magique pour que votre bébé dorme, c'est un peu du bullshit. Par contre, il y a des personnes qui peuvent donner des clés et accompagner les parents en tant que parents et en accompagnement global de leur façon de vivre aussi, en fait, qui est vraiment hyper adaptée. Et c'est pas une recette miracle pour tous les bébés, en fait. Ça marche pas comme ça. Si on vous vend une recette miracle qui marche sur tous les bébés, n'y allez pas. Parce que c'est typiquement des marchands de tapis, un peu. Donc, n'y allez pas. Mais c'est vrai que si on ressent le besoin d'être accompagné sur ces sujets-là, ça peut être intéressant de le faire, en fait, tout simplement. Moi, en plus, c'était une problématique qui était toute bête. Juste, je couchais Paula trop tard. Ah bah, et tu sais que ça, c'est un truc, tu vois, nous, on a eu la même problématique. C'est arrivé un peu plus tard parce que ça marchait bien quand on avait la crèche et tout ça. Et en fait, après, ça a plus fonctionné parce que à l'école, elle se levait plus tôt. Et en fait, on n'avait pas changé nos habitudes du soir parce que, en fait, on adaptait sa vie à la nôtre, en fait, et pas notre vie à la sienne. Et c'est un truc qu'on entend beaucoup, j'ai l'impression, en parentalité, de dire... Enfin, pas en parentalité, voilà, mais quand on devient parent, de dire « Ah, mais moi, il s'adaptera à notre mode de vie et ça sera pas l'inverse. » Le problème, c'est qu'en fait, si. C'est à nous de s'adapter à eux parce que, c'est pas des adultes, déjà. Ils ne sont pas nous. Et voilà. Et en fait, nous, on a juste décalé tout notre rituel d'1 heure, avancé d'1 heure. Donc, on mange en famille, parce que c'est important pour nous, à 19h. Alors, ça paraît très tôt. On commence le dîner, on prépare le dîner à 18h pendant qu'il y en a un qui fait le bain, l'autre prépare le dîner. Après, c'est facile parce qu'on a un enfant, on est 2, donc on est en supériorité numérique. Mais donc, ça, c'est simple. Enfin, c'est plus simple en tout cas. Mais de faire ça et d'être adapté à son rythme à elle, avant, on galérait, mais on mettait des heures à ce qu'elle s'endorme, en fait. Et en fait, nous, on avait juste loupé le train du sommeil, tu sais, le fameux dont on te parle. Et elle, en fait, son rythme, c'est d'aller au lit à 7h, entre 7h30 et 8h moins le quart. Et quand on passait cette heure-là, en fait, on reprenait un cycle. Donc, c'était pendant 1h30. Non, je veux pas dormir, les pleurs, les histoires, on en lisait à foison, ça marchait pas. Jusqu'à ce que le cycle suivant arrive, en fait. Ouais. Tout ça parce que tu rates à une demi-heure, quoi. Et c'est dur, je trouve, trop dur. De le voir, ce truc-là, de comprendre que c'est ça. Surtout que je la couchais pas tard, je la couchais à 20h, mais en fait, son train, elle, c'est 19h15. Ouais. Mais parce que t'as l'impression, tu dis, ouais, mais elle va se coucher si tôt, elle va se lever tôt. Enfin, t'as des croyances un petit peu comme ça qui sont pas vraies, en fait. Et puis, comme le lundi, par exemple, on va la chercher à 18h30, ça veut dire que, égoïstement, tu la vois 45 minutes, tu vois. Bah ouais, mais c'est comme ça, tu vois. Sauf comme si tu peux... Parce que c'est vrai, si tu as la possibilité d'adapter ton emploi du temps, tu dis, en fait, ce jour-là, je vais la chercher plus tôt et je me débrouille autrement. Mais sinon, c'est prendre le pli de la voir peu, quoi. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place et depuis, il n'y a plus de problème. Mais on a tellement envie de profiter d'eux, en fait, d'être avec eux le soir et de les voir. Et en fait, c'est pas forcément... après, parfois, je suis très contente qu'elle aille se coucher à 19h. Moi aussi, je suis très contente. Mais tu vois, ce que tu disais, là, tu vas chercher à 18h30, t'as 3/4 d'heure, c'est peu, finalement, pour enchaîner et puis pour profiter correctement et d'avoir un temps de qualité. Bon, après, t'as un temps de qualité avec toi-même à partir de 19h15, c'est ça? Tout à fait. C'est cool. Ok, donc tu mets en place ce système de sommeil. Est-ce que ça t'enlève déjà un peu plus de fatigue ou pas? Non. Non, ça change rien. Ça change rien. Heureusement, finalement. Ça change juste des tensions dans le dos parce qu'en fait, à bout, je prenais un matelas 2 personnes que je bougeais chaque soir, que je mettais au pied de son lit et je dormais là, trop mal. Ouais. Et donc j'ai ça en moins à faire, mais non, je suis toujours aussi naze, quoi. Comment tu fais? Tu passes ton temps à dormir, du coup? Je pense que je me coupe de toute ma vie sociale. Et je pense que presque toute ma grossesse, je me suis couchée en même temps qu'elle, donc à 19h15. Donc c'est même plus ma vie sociale, les potes, etc. C'est aussi mon mec. En général, à 21h tous les soirs, je dormais d'épuisement. Donc tu te lèves, tes journées, c'est tu te lèves, tu travailles et tu vas te recoucher, quoi.
J'ai de la chance d'avoir un métier que j'aime par-dessus tout. Et en fait, j'avais tellement peu d'énergie que... après, j'ai fait le choix aussi de choisir mes combats, tu vois. J'ai fait le choix d'être hyper productive sur une seule chose que j'allais pouvoir faire. C'était travailler et développer ma société, etc. Et en fait, j'ai mis de côté tout ce qui me procurait aussi du plaisir dans mon quotidien, voir les potes, voir la famille. Est-ce que tu penses que cette partie-là, le fait que tu aies mis ça de côté, ait influé justement sur le fait que tu aies mal vécu cette grossesse ? Ah bah complètement. Après, je pense aussi que c'est pas le fait d'avoir une aînée qui m'a rendue fatiguée comme ça. Je pense vraiment que c'est cette grossesse. Ouais. Tu vois, je sais qu'il faut tout prendre dans sa globalité, etc. Oui, j'avais Paula qui demande beaucoup d'attention, etc. Mais bon, elle est quand même gardée la journée. Elle allait en général un soir par semaine dormir chez un de ses grands-parents, parfois même 2 soirs par semaine. Donc tu vois, j'avais mon village T'as du autour relais, de moi. ouais. J'avais un relais. Ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais c'était un épuisement mental. Pourquoi mental ? Tu saurais l'expliquer ? Oui, alors déjà, j'ai une première explication, c'est que en fait, je me suis pas retrouvée en tant que Justine à ce moment de cette grossesse. Ça faisait presque 3 ans, puisque j'avais eu 9 mois de grossesse de Paula, 13 mois d'allaitement de Paula, arrêt de l'allaitement, le jour J, je tombe enceinte et je repars pour 9 mois de grossesse. Ouais. Donc en fait, j'avais l'impression d'être emprisonnée dans quelque chose que je n'avais pas cherché à la base. T'avais pas choisi entièrement. J'avais pas choisi à 100%. Donc je pense vraiment ça s'explique comme ça, de plus trop savoir en réalité qui moi j'étais. Et puis c'est bizarre, quand j'ai été dans ces moments un peu de vie sociale, et ben je me retrouvais plus, j'avais pas envie de parler, je passais pas un bon moment, j'avais juste envie de rentrer. Alors que moi, j'adore faire la fête, j'adore être avec des gens, je hais être chez moi, je déteste ça. Et donc là, en fait, je savais même plus qui j'étais, tu vois. Et pourtant, on est quand même bien partis en vacances. On est partis presque 3 semaines. Ouais, 3 semaines en vacances cet été, en famille. Et en fait, j'avais juste envie, c'était de rentrer chez moi. Ah ouais. Ouais. Et j'étais épuisée d'être en vacances. J'avais envie de travailler la journée et de dormir le soir. Parce que j'avais une bonne raison d'être fatiguée, tu vois. J'avais travaillé toute la journée. T'avais une excuse. J'avais une excuse. Alors qu'avec les vacances, pas... Alors qu'avec les vacances, après bien sûr les vacances avec un enfant en bas âge, c'est pas totalement des vacances, mais en réalité, on partait pas seul, on partait avec la famille. Donc, Oui, donc t'avais possibilité de chiller un peu et d'avoir des temps rien que pour toi. Mais t'étais quand même fatiguée et c'est vrai que... Ouais. Mais ça, c'est un truc que... C'est assez, je sais pas si c'est sociétal ou ça dépend vraiment de l'éducation, de ce truc de t'as pas le droit d'être fatigué si t'as pas une bonne raison en fait. Ouais. On t'en avait une bonne, hein, mine de rien, tu fabriques un humain quand même. Oui, non, et il y a aussi tout le côté où en fait j'ai ressenti que j'avais pas le droit, entre guillemets, de trop me plaindre. Parce que tu vois, la dépression postpartum, c'est quelque chose qui est quand même moins tabou. On en parle, c'est pas évident de devenir mère, encore plus mère parfois pour la première fois, etc. Mais quand t'es enceinte, tu peux dire, je pense qu'à ma gueule, il y a que moi. Donc tu vois, tu te dis, mais te plaindre de quoi ? Oui, d'être fatiguée. Et en fait, je pense que ton entourage a vraiment du mal à concevoir ça, concevoir parfois le mal-être qui peut être profond. Parce que moi, honnêtement, j'ai ressenti vraiment un mal-être. En plus, en tant qu'experte de la périnatalité. Mais ça, à la fois, c'était tant mieux parce que, en réalité, c'est pas parce que tu travailles dans le bien-être, c'est pas parce que tu travailles dans la périnatalité que t'as pas le droit de pas être malheureuse pendant ta grossesse, tu vois. Puis aussi, je pense que le mot dépression et tout ce qui tourne autour de la santé mentale, c'est des mots qui peuvent faire peur parfois, que les gens n'osent pas poser. Et t'en parlais tout à l'heure, quand j'ai fait cette story en évoquant le fait que j'avais sûrement fait une dépression prénatale, on me dit « Ah, mais... ça fait trop du bien d'en parler, j'ai l'impression que personne ne sait ce que c'est, dépression, ça fait peur. » Et en fait, dépression, c'est pas forcément avoir des envies suicidaires. Et on pense ça. Oui, bien sûr, on peut avoir des envies suicidaires. Ça peut aller jusque-là. Mais ça peut ne pas aller jusque-là. Moi, j'ai pas eu d'envie suicidaire. J'ai juste eu une période... il m'arrivait quelque chose au mois de septembre, un moment de ma vie où j'ai eu extrêmement peur. Peur pour ma vie. Et j'étais dans une situation où j'ai très peur. Et sur ce moment-là, j'ai pas eu... Mon corps a eu peur, mais moi, j'ai pas eu peur de mourir. Je sais pas comment l'expliquer. Alors c'est très... je m'attendais pas du tout à parler de ça. J'avais pas
envie de le dire, mais bon, finalement, ça sort. C'était pas une envie suicidaire, c'est juste sur le moment, je me suis dit, je sais pas, ça s'est déconnecté. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, il y a peut-être un souci là-dedans. Mais comme je parle tellement peu, enfin, je parle beaucoup dans la vie de tous les jours, mais du moi profond, j'en parle assez. Et puis à qui? À ton mec. T'en as parlé à ton mec de justement comment tu communiques de ce mal-être-là avec lui? Ouais, je l'ai remarqué parce que je lui demandais toujours et toi, Matt, t'es heureux? Toujours. Il me disait bah oui, je suis heureux. Il me disait toi, t'es heureuse? Je disais bah je suis pas malheureuse, mais je suis pas heureuse. Et je savais pas l'expliquer. Ouais. Alors que moi, j'ai quand même l'impression de représenter un peu la joie de vivre au quotidien. Je suis quand même hyper positive de base. Et là, non, j'étais plus moi-même. Je savais plus qui j'étais et non, j'étais pas heureuse. Ouais. Sur le moment, j'étais pas heureuse, non. Et tu vois, cet événement en septembre, est-ce que tu as ressenti cette impression que si ça s'arrêtait là, bah, c'était pas si grave, quoi? En fait, non, j'ai plus ressenti la sensation que j'étais déconnectée de moi-même. Tellement que j'étais pas capable de faire face à cette situation. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, j'étais vide. Alors que déjà, j'avais un bébé. Donc, par définition, j'étais pas vraiment vide. J'étais même plutôt bien pleine. Mais mon moi profond était vide. Il y avait rien. Tous les restos, toutes les soirées entre copines, rien ne me faisait envie. Et mon entourage a quand même été patient de se taper quand même que des refus tout le temps. Je sais pas s'ils s'en ont rendu compte ou ils se sont juste dit bah en fait c'est ça quand t'as une grossesse rapprochée peut-être. Ouais, puis en plus on est dans une période un peu sanitaire où tu refuses facilement les. Oui. Voilà, c'est plus facile tu vois peut-être moins de gens donc ça passe peut-être inaperçu. Ouais. Est-ce que justement t'as eu des retours comme ça de personnes qui sont proches de toi qui t'ont dit en fait on t'a pas reconnu? Ah bah tellement ils me voyaient pas, ils avaient même pas l'occasion. Franchement, non, je veux raser les murs. Ouais. Moi qui est si présente d'habitude, je rasais les murs. Mais je pense que plus la grossesse avançait, le plus dur, ça a été 6, 7, 8 mois. Là, c'était vraiment la période la plus difficile. Et après 9 mois, le 9e mois, j'étais redevenue moi-même. Ah ouais? Ouais. Tu l'expliques comment? Ah bah c'est la fin, clairement. Ça se comptait en semaines. Et puis, ça pouvait arriver n'importe quand. Ça pouvait arriver n'importe quand, je savais. Et je sais pas, j'avais ce sentiment en moi que c'était juste un épisode. Cet état un peu dépressif allait s'arrêter quand j'aurais accouché. Et ouais, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que représentait la définition de dépression prénatale. Je me retrouve pas à 100% là-dedans, mais je sais qu'il y a quelque chose, que c'est autour de ça, se couper de sa vie, savoir se concentrer que sur une tâche. Bah là, oui, carrément, c'était ça, quoi. Ouais. Pilote automatique. Dans cette grossesse, comment ça se passe, la connexion avec ton bébé? Parce que tu aies un problème avec l'état de grossesse, c'est une chose. Mais du coup, avec ton bébé in utero, comment ça se passe? Bah, fan plus. Ça, vraiment, c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait peur de pas me connecter à mon bébé. Mais en fait, à partir du moment où j'ai dit putain, fais chier et que j'ai pleuré, et ben après l'avoir dit, mais j'ai aimé ce bébé comme une dingue. Ouais. Mais vraiment, ça c'était ce qui me sauvait aussi peut-être. Je pense pas que... Je m'en suis pas voulu, tu vois, de ressentir ce mal-être enceinte. Parce que je me disais que ça faisait partie, en fait, du chemin. J'avais juste peur qu'elle ait des empreintes. Et peut-être qu'on y reviendra. Et après l'accouchement, c'est tout de suite ce que je suis allée checker. Et non. Enfin, on les a libérées, du moins. Et voilà. Top. Et comment tu prépares justement cette naissance? Comment tu vis cette grossesse? Bon, alors, c'est sûr que d'un point physique et préparation, et toi, tu faisais forcément, puisque c'est ton travail de toute façon, donc de mettre en place des choses pour les mamas to be. Tu pouvais pratiquer tes propres méthodes. Mais concernant la naissance et ce genre de choses, comment tu te prépares en étant... On en avait parlé, je t'avais dit que à la grossesse de Paula, j'étais mon cobaye. Et là, mon premier souhait, c'était justement de mettre toutes mes connaissances de côté. Alors bien sûr, il y en a qui sont ancrées, tout ce qui est respiration, mouvement, etc. Ça, c'est ancré en moi. C'est pas... je le fais parce que c'est à la mode. C'est ancré pour de vrai. Donc j'ai bougé, etc. J'ai pas ressenti une douleur... physique, sauf après cet épisode où là j'ai vraiment eu besoin de travailler le corps un peu plus, mais j'ai fait un accompagnement global à la naissance
Ça pourrait faire un épisode à Mais part on y entière. parle, on en parle, vas-y, quoi. Mais donc du coup, un accompagnement global, c'est lorsque on a une sage-femme libérale attitrée qui est là à partir du moment où on fait notre déclaration de grossesse jusqu'au postpartum. Et même juste toute la mama life, comme j'aime bien dire, parce que c'est elle aussi qui fait mon suivi gynéco maintenant, pose de stérilet, retrait, etc. Et surtout, la différence, c'est qu'en gros, pour grossièrement, c'est un suivi qui est très fort. Toutes les 3 semaines, j'ai beaucoup parlé de mon état. C'est ce qui m'a, je pense, sauvé aussi, qui a sauvé les meubles. Et le jour où le travail se déclenche, la sage-femme vient chez toi pour être sûre que ce soit pas un faux travail, ne pas arriver à 1 ou 2, être déçue à la mater. Et c'est surtout elle qui t'accouche. D'accord. Ça, c'est il y a dingue. qu'elle qui... Et il y a personne d'autre. C'est le coparent, la mère et la sage-femme. C'est une variante de la naissance à domicile, un petit peu. Ouais, en fait, l'accompagnement global, soit c'est à domicile, soit c'est ce qu'on appelle en plateau technique. Ouais. Voilà. Et toi, t'as fait... Moi, j'ai fait plateau technique. Ouais. Honnêtement, j'aurais aimé faire une grossesse, un accouchement, à domicile. J'ai pas eu peur du côté santé, etc. C'était juste le fait de me dire que je sais qu'un jour, on va vendre notre maison et je veux pas partir avec ces souvenirs. Enfin, je veux pas les laisser. Tu veux pas les laisser là. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ça s'entend. Hein, ça s'entend. C'est vrai que c'est quand même des choses fortes après. Et tu te dis... Ah oui, tu as du mal à te séparer. Même si finalement, j'ai failli accoucher chez moi, mais bon. Bon, bah, écoute, tu nous teases. Est-ce que tu peux nous raconter cette naissance, s'il te plaît, Justine? Oula, ouais. Bah, je vais essayer d'être rapide. De toute façon, c'était très bref. Allons-y. Faut savoir que j'avais une idée précise de ce que j'aurais rêvé. C'est-à-dire accoucher un dimanche, accoucher un matin, avec la sage-femme qui m'a suivie depuis mon postpartum de Paula. Parce qu'elles étaient 3, et en fait, elles sont chacune à leur tour d'astreinte. Oui, d'accord. Et que ça soit le week-end où ce soit mon papa et mes frères et sœurs qui étaient de garde pour Paula. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour toi? Pourquoi dimanche? Pourquoi dimanche? Parce que je savais que j'allais pas trop embêter les personnes et qu'il y avait la nounou lundi, mardi. Ok. Tu vois, voilà. Pragmatique. Voilà. Classique, elle allait pas avoir trop de chamboulements, Paula, elle allait être bien. Pourquoi le matin? Pourquoi? Tout simplement parce que je ne dois pas réveiller Paula en pleine nuit. Il y a cette empreinte des nuits qui ont galère et je me disais, oh putain, si ça tombe bien, il suffit d'une nuit où je la réveille et c'est fini. Ouais. Donc voilà. Ma sage-femme, après ça, c'est parce qu'elle était là pour Paula, pour le postpartum, pas l'accouchement. Et ensuite, mon papa, parce que j'ai des petits frères et sœurs qui ont 10 et 6 ans. Et Paula, c'est sa passion, quoi. Elle peut jouer avec... il s'occupe d'elle et tout. Oui. Autant elle aime tous ses grands-parents, mais le fait qu'il y ait mes petits frères et sœurs... ça change un peu la chose. Il y a des enfants, quoi. Voilà. Donc j'avais envie qu'elle soit... Qu'elle soit bien. Bien. Et le travail s'est mis en route un dimanche à 6h du matin. C'est fou. C'est fou, hein. Avec le week-end. Oui, c'était les dernières heures où la sage-femme était d'astreinte. Ah ouais? Les dernières heures. À 20h, c'était fini. Donc voilà, le travail se met en route. À 6h, je me réveille. Et je sais que c'est ça. C'était pas très douloureux. C'était pas des grosses contractions, mais je savais que c'était ça. Donc t'étais à terme? J'étais à 10 jours du terme. Oui. Comme Paula. Ouais. Et ça, il y a un truc, l'empreinte, les choses comme ça qui se reproduisent. 10 jours, c'est fou. Et donc je dis à mon mec, quand Paula se réveille, tu donnes le bib en bas, moi je vais prendre le bain. On a la salle de bain à côté de notre chambre, donc parfait. Et là je me fais couler un bain chaud, l'eau dans le dos, folie, etc. Et là ça s'intensifie, je le sens, Paula se réveille, bibi, etc. en bas. Et là je dis... À 7h, t'appelles mon père. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était à 7h00, t'appelles mon père. J'envoie un texto, 7h00, appelle mon père. Il appelle mon père. Mon père, je pense qu'il a jamais été aussi rapide pour venir. Entre-temps, je me dis, bon allez, je vais quand même voir mon père. Donc je sors de la baignoire, je mets juste des sous-vêtements, je descends. Et là, vraiment, je sais que ça s'intensifie. Ouais. Et mon père me dit, je peux pas te voir comme ça, je vais pas rester. Et je lui dis non, mais en fait, j'avais pas prévu que tu restes. Tu veux, t'es pas invité. T'es là pour prendre Paula, en fait, et tu t'en vas. Merci beaucoup. Et entre-temps, juste avant qu'il arrive, Paula, elle m'entend faire tous mes sons.
mes mantras, mes vibrations, etc. Et elle dit « Oh, maman, bobo !» Et je lui explique, je fais une photo souvenir et je lui dis tout va bien. Et dès que j'avais une contraction, elle serrait très fort ma cuisse et elle me faisait des bisous. Oh là là. C'était trop mignon, c'était incroyable. C'était mais c'était un shot 1000 fois. Mais à un moment, je savais très bien que la clé pour que je lâche prise, c'était de fermer les yeux. Et si elle était là, je pouvais pas fermer les yeux. Donc là, à ce moment-là, j'avais envie qu'elle parte. Ouais. Tu vois, c'est normal, j'avais envie qu'elle parte. Et donc, elle est partie. Et donc, elle est partie vers 7h30. Et je sais pas pourquoi encore, j'ai dit à Mathieu, à 8h, t'appelles la sage-femme. C'est toujours des heures fixes. Mais oui, je sais pas pourquoi. Un peu, je pense que c'est aussi mon passé de fan de course à pied, où tu sais, on était très sur les minutes, les trucs, à tel kilomètre, je dois être là, machin, etc. Je rentre dans le bain, et là, il y a plus personne. Mais vraiment, je me déconnecte, je sais même plus que je suis chez moi. J'ai partagé une photo d'ailleurs sur Instagram, cette photo, je te la montrerai après. Je suis les yeux fermés, allongée, comme ça. Et là, mon mec est juste d'une puissance incroyable et il m'aide. En fait, il est là, il est présent. Ouais. Et il me masse à chacune des contractions très fort le bas du dos. Et ça fait toute la différence. Oui, le massage, mais aussi le fait qu'il vive la naissance autant que moi, j'ai l'impression. Ouais. Et t'as pas besoin de lui dire, en fait. Non, de toute façon, je ne parle pas. Si je parle, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Je ne parle pas, je ne dis rien. Je fais mes sons, je ferme les yeux et je respire. Et là, il appelle ma sage-femme. Elle m'entend et elle lui dit « Mathieu, c'est maintenant. T'habilles Justine, je vais pas avoir le temps de venir. » Et vous allez tout de suite à la maternité. Donc ça faisait 2 heures. Moi je savais pas qu'il était... j'avais oublié qu'il était 8 heures. Et à ce moment-là, moi, je peux plus bouger. Je suis dans ma baignoire, je suis trop bien, je n'arrive pas, les contractions, j'avais des contractions, j'ai pas de notion du temps, mais c'était toutes les minutes. Ouais. Même moi, je pense. C'était tout le temps, quoi. C'était tout le temps. Et bref, là, lui... je pense au fond de lui, il a un peu peur quand même. Et donc, il me motive vraiment à bouger, donc on sort. Ça prend un peu de temps quand même. Prend une demi-heure de sortir. Ouais. J'ai 3 étages chez moi, donc descendre les escaliers avec des contractions toutes les minutes, c'est chaud. Donc voilà, à un moment j'ai des saignements. Moi, il faut savoir que quand mon col se dilate, je saigne. Enfin, tu vois, il y a plein de femmes, quand tu le sais pas, tu flippes. Là, je flippais pas. Je savais que c'était... je sais pas, j'étais hyper sereine. Et là, je lui dis, c'est maintenant. Je sais pas comment on va faire, mais c'est maintenant. Je dis juste ça. Et j'ouvre la porte. Je m'installe quand même dans la voiture, donc dans ma voiture. J'attrape l'appui-tête et je me mets dans la posture de l'enfant. Je ne sais pas si ça parle, mais tu sais, les genoux écartés face à mon dossier et la tête comme ça, les yeux fermés. Un peu comme si tu pourrais être sur un ballon, tu vois, les gros ballons. Et là, je vois ma sage-femme. Et j'ai l'impression que c'était un mirage. Je la vois arriver de nulle part alors qu'elle venait de me dire qu'elle n'aurait pas le temps de venir jusque-là. Elle est là. Je sens que, bon, on y va, donc on fait 100 mètres. Et là, je dis à Mathieu, stop, on s'arrête. C'est maintenant, je sens. Et j'ai plus de contraction. Quand t'as plus de contraction, c'est que la tête, elle est engagée, bien engagée. Et la sage-femme, elle a été dans sa voiture derrière, elle vient, elle dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne à la maison ? En fait, moi, j'aurais rêvé dire oui, mais j'avais le streptocoque B. C'est comme un espèce de frottis, c'est pas un frottis, mais qu'on fait maintenant presque à toutes les femmes. Pour Paula, on me l'avait pas fait. Ouais, ça, je sais pas juste pour voir s'il y a ça. Et donc, du coup, il faut donner une dose d'antibiotiques à la naissance pour le passage voie basse. Et donc, j'avais fait une cure de probiotiques. J'avais même pris des antibiotiques, ça passait pas. Parce que je l'avais dans les urines aussi. Et en fait, si j'accouchais chez moi, dans tous les cas, je devais être hospitalisée parce que mon bébé devait être en surveillance toutes les 4 heures. Donc en fait, je voulais pas accoucher chez moi, être bien et devoir partir à la mater. Et sinon, elle me dit, sinon, c'est pas grave, on va dans une maternité à Lille. Et là, je me suis dit, mais non, parce qu'elle pourra pas venir. Et donc, mon projet d'accouchement avec Annie, il pourra pas être respecté. Ouais. Parce que le plateau technique, c'est à un seul endroit. Et là, je sais pas, je me mets dans ma tête... je vois que des... C'est bizarre, hein, les gens ils vont me prendre pour une dingue, mais c'est pas grave. Je vois que des portes fermées. Je suis un peu dans un tunnel, il fait noir. Et là, je me déconnecte de mon corps. Et je me dis... de chez moi à Tourcoing, il y a quand même 25 minutes de voiture. Là, je me dis, mon corps, il doit s'arrêter, là. Il faut que ça s'arrête. Et il s'arrête. J'ai plus de contraction, j'ai plus rien. Et j'arrive à la maternité. Et là, j'arrive dans la salle de naissance. Il y a un bain.
Et j'ai juste dit bain. et Mathieu, il me fait trop rire. Mathieu, c'est mon mec. Il me dit, mais quand t'as dit bain, on aurait dit polar. Donc, ouais, je sais pas, c'était peut-être ça, retour en enfance. Et dans le bain, je me suis installée. Et je mets un doigt dans le vagin pour voir où j'en étais. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout eu d'examen. Je savais absolument pas où j'en étais. J'étais tellement déconnectée. Dans ma tête, je pensais pas que ça faisait que 2h30. Je pensais que ça faisait déjà une journée, tu vois. J'avais pas eu un accouchement vraiment ni court ni long pour Paula. Ça avait duré 12 heures, la moyenne, classique. Voilà. Et là, je touche et je sais rentrer que la moitié de mon ongle. Et je touche la tête. Et je sais que là, j'ai juste une pensée et je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être si facile. Ah ouais. C'est pas possible. Et là, je me souviens juste serrer la baignoire avec les dents. Je me souviens de ça et je fais rien de plus. Et là, il y a ma sage-femme qui me regarde et qui me dit, Justine, ton bébé, il est dans l'eau. Je regarde et il y avait Martha dans l'eau. Genre, c'était ouf, tu vois. C'est hyper émouvant. Et genre, je l'attrape, mais j'arrivais pas trop à l'attraper parce qu'en fait, je venais, et je le dis, c'est comme si je venais de prendre la drogue la plus forte de tous les temps. J'étais shootée. Et sur le moment, je te promets qu'il y a cette phrase, même si j'étais complètement shootée, je me suis dit, ok, j'ai vécu presque un enfer pendant la grossesse, mais là, je renais maintenant. C'est maintenant. C'est Martha, elle m'a fait renaître, quoi. Et je me suis sentie, c'est complètement bizarre, mais je me suis sentie à nouveau moi. Je me suis dit, ça y est, je suis Justine, c'est moi. Enfin, tu vois. Et là, je l'ai prise. Je savais pas la porter. J'étais franchement accoucher sans péri, c'est quand même une dose de ouf et t'es épuisée. C'est même pas un marathon, c'est 15 000 marathons. J'ai pas ressenti de souffrance, ce qui est incroyable. Oui, c'était extrêmement intense. Oui, je me suis vue mourir 2 fois, tu vois. Je me souviens, je me voyais, tu as ce passage, mais j'ai pas senti le cercle de feu. Je pense que c'est le fait d'être dans l'eau, où les tissus, ils sont aussi... Et en fait, juste parce que elle était là pour rendre ça facile, je pense, vraiment. Et donc voilà, elle était là et je suis sortie de la baignoire et je l'ai mis au sein et voilà. Et tu vois, et après, on parle beaucoup du postpartum. Moi déjà, avec Paula, j'avais adoré le postpartum. Là, c'est toujours les croyances des gens qui te disent « mais un postpartum avec un enfant rapproché, c'est dur ». Etc. 2 postpartum ne peuvent pas être aussi faciles, les 2, etc. Et en fait, moi, j'ai tellement la sensation d'avoir vécu l'enfer pendant ma grossesse que là, mais je revis, je renais et je trouve que c'est incroyablement doux. C'est intense, je dis pas ça, mais je suis heureuse à 300 milliards de fois plus et je suis bien, tu vois. Mais je pense vraiment que, et je le dis et je l'ai écrit, mais elle m'a tout donné, Martha. Elle m'a fait vivre... l'intensité, la difficulté, et puis après, par cette naissance, et j'ai jamais voulu écrire un projet de naissance, parce que je l'avais fait pour Paula, j'avais déjà un projet de naissance physio, sans péridurale, mais en fait, je m'étais un peu mis la pression là-dessus, et en fait, péridurale, pas péridurale, on s'en tape royalement, c'est juste les sensations sur le moment, et j'avais très bien vécu le fait d'avoir pris une péri pour Paula. Mais là, c'était différent parce que j'avais pas osé croire que mon projet pouvait aboutir. Alors, je parlerai jamais de réussite parce que pour moi, ce mot, il devrait être interdit dans la naissance, mais c'est pas une réussite d'avoir accouché sans péridurale. C'est juste, j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Je parle pas de la rencontre Paula vs Martha, mais juste l'expérience, c'est la plus belle expérience de la Terre. Et encore plus quand je savais que le 2e prénom de Martha, c'est Maria, qui est ma grand-mère paternelle et qui était la personne la plus importante de toute ma vie, qui n'est plus de ce monde-ci en ce moment. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est la puissance, c'est sa puissance à elle. C'était une femme très puissante, très forte. Et elle m'a donné ça, quoi. Et voilà. C'est ouf. Alors... Vous voyez pas, mais c'est brigade des larmes ici. Il y a que Martha qui pleure pas. Elle est hyper apaisée, hyper calme, elle est en train de chiller. Mais elle est comme ça. Et c'est beau, en fait. Ouais. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'était tellement aligné avec toi, avec qui tu étais, et cette rencontre,
je sais pas, c'est pas une réconciliation parce que t'étais pas en guerre avec quoi que ce soit, mais J'étais pas fâchée. cette évidence en fait, t'as Oui. été une évidence comme ça de voilà, et aussi t'as été et tu l'es toujours en tout cas, enfin toujours pareil de ce que je vois Oui. sur les réseaux, je trouve que t'es vachement à l'écoute en fait, et que c'est le fait de pas lutter. Je pense que ça facilite beaucoup les choses, c'est-à-dire que même pendant ta grossesse qui a été hyper dure, en fait t'as pas lutté. Tu t'es pas dit non mais en fait je ressens ça mais c'est pas ça que je dois ressentir. Même si t'as pas eu ta vie sociale pendant 9 mois, même si tu t'es renfermée sur toi, en fait c'était ce dont t'avais besoin à ce moment-là. Je me suis pas forcée Voilà. à faire des choses dont je n'avais pas envie de faire. Et ça, franchement, c'est le plus important, je pense. Et c'est ça. Ouais. Et tout comme cette grossesse où, certes, c'était dur, et certes, voilà, tu mets les mots dépression, et oui, mais il n'empêche que dans cette phase de dépression, tu t'es quand même écoutée et t'as été attentive à tes besoins. Avec cette naissance aussi, finalement, et avec ce postpartum, moi, j'ai l'impression de le voir de l'extérieur aussi, de pas presser que en fait si t'as envie de travailler et qu'elle est là et qu'elle te laisse faire, en fait c'est ok, t'y vas, mais que si jamais pour une raison X ou Y, elle a un besoin particulier, un pic de croissance ou autre, en fait, tu seras là, en fait. Et tu seras là où c'est correct pour toi, sans lutter, sans être tiraillé entre ton travail, entre Martha, entre Paula, entre ton mec. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette harmonie. Et j'ai l'impression, à force d'entendre, et bien sûr, ça va être encore quelque chose de très personnel, mais que les difficultés arrivent quand on essaye de lutter, quand on prépare pas une naissance, quand on n'accepte pas que c'est un moment particulier, qu'on reste persuadé que, en fait, ça changera rien dans notre vie. Parce que c'est faux. Qu'on peut tout avoir. Ça aussi, c'est faux. Toutes ces croyances qui sont parce qu'on est des femmes, parce qu'on a envie de montrer au monde que parce qu'on est une femme qui accouche, ça n'enlève rien à nos compétences aux yeux de la société, que ce soit professionnelle ou autre, au lieu d'accepter tout simplement que la naissance, la maternité, et même au-delà, enfin je veux dire, moi je suis presque 5 ans postpartum et ça a quand même changé des choses, en fait devenir parent, ça change la vie. C'est pas qu'on le veuille ou non, c'est qu'en fait soit, si on veut pas changer notre vie, en fait on va pas vers la parentalité. Par contre, d'accepter que quand on part dans la parentalité, oui, la vie change, mais c'est ok. Ça veut pas dire que on perd quelque chose finalement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on gagne autre chose. Mais voilà, de pas lutter en fait. Et moi, c'est ce que je ressens en fait quand je parle avec toi, quand je te vois, je vois une sérénité totale d'être en accord en fait avec toutes les sphères de ta vie, et que peut-être qu'à ce moment-là de ta vie, tu peux pas mettre un coup de boost à ta société, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais parce qu'en fait, t'es sur un autre moment, et qu'à un moment autre où les enfants seront plus grands, plus autonomes, où il y aura peut-être un besoin moindre de toi, tu pourras mettre un coup de boost sur d'autres côtés. Enfin, moi, en tout cas, d'expérience, c'est ce que je vis. Et l'épisode, tu vois, là, aujourd'hui, on est le 19 janvier, je crois. Il y a un épisode qui est sorti cette semaine qui a bien marché, et je crois que s'il a bien marché, c'était pour ça, de montrer qu'en fait, selon les stades de nos vies, en fait, c'est jamais la même chose, et que d'accepter de ralentir au moment où on devient mère, c'est une chose, quoi, et qu'après, ça passe. Le nuage passe. On a des cycles, de toute façon. C'est ça. Et que c'est précieux, en fait, de devenir parent. Et que du coup, il faut le chérir, ce moment-là, même s'il est difficile, parce que tu es la preuve, en fait, que même si la grossesse est difficile, ça l'est encore plus si on lutte, en fait, contre ça. Si on lutte, et aussi si on s'oublie. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi, je le mettrais presque dans mon numéro 1. En fait, si on oublie le jeu, en fait, si tu t'oublies, évidemment que tu peux pas prendre soin des autres. Ouais. C'est impossible. Et après, en fait, le truc qu'il y a là, c'est parce que c'est magique, entre guillemets, c'est facile, parce qu'en fait, tu l'as, ce village-là. Tu l'as, ce relais qui te permet de pas t'oublier, finalement. D'avoir ce deuxième parent hyper présent, d'avoir cette famille aussi autour de toi qui peut prendre les relais, en fait, dès que t'en as besoin. Et ça, c'est précieux. Et en fait, j'ai aussi envie de remettre les choses dans leur contexte, de dire, en fait, si on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, c'est pas juste à cause de nous, en fait. Ah, mais bien sûr que non. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais moi, c'est pas dans le sens temps pour soi que je veux dire, c'est plutôt dans le sens de se questionner sur est-ce que ça va. C'est ça aussi, tu vois, de se mettre en priorité, se placer en priorité. Et ça passe pas forcément par les actes, par réussir à lire un bouquin, par aller se faire un soin. Ça passe aussi juste par est-ce que je vais bien. Et c'est la base de la santé mentale. Est-ce que moi, ça va? C'est vrai. Et tu vois, justement, c'est ça, dans les fameux épisodes où Océane disait que, en fait, quand elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, elle a fait un choix qui était radical en soi, mais elle a décidé de se séparer de son mari, parce que c'était ça qui n'allait pas, en fait. Et qu'à la seconde où elle l'a fait, en fait, elle a pu avoir l'espace de charge mentale qui était dédié à cette partie-là, parce qu'il n'y avait pas de relais,
l'espace justement de se demander si elle allait bien pour pouvoir aller mieux en fait. Il y a plein, alors là on parle de séparation mais ça peut être plein de choses en fait. Oui. Parce que c'est dur en fait d'être seule, c'est dur de pas avoir de relais, c'est dur de... Et d'autant plus dans mon contexte où moi j'ai un relais, moi j'ai un village, c'est encore plus dur à concevoir de ne pas être heureuse. Ouais, c'est vrai. J'ai tout ça, donc pourquoi ça va pas? C'est pas parce que t'as tout ça que ça doit bien aller et que c'est ok, tu vois. Ouais. Et c'est des phases, c'est des cycles, il faut juste... parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'injonction, mais essayer au maximum de se rendre compte des choses. De au moins se demander, si tu sais, ça le va. matin, si tu te regardes dans le miroir, à te demander si ça va. Quoi. Ouais. Est-ce que ça va? De se poser la question. Parce que c'est vrai que parfois on est en mode automatique et on se pose On même est pas en la mode question. automatique et toi, en plus, c'est un truc très français. Salut, ça va? En fait, tu dis juste oui, on s'en fout. C'est comme si tu avais dit salut quand tu dis oui ou non. Donc voilà. On ne pose pas vraiment la question. Peut-être que s'il y avait un petit conseil à donner, c'est justement de vraiment poser la question à soi-même. À soi-même. Et aux autres aussi, pourquoi pas. À l'écrire. Moi, ce que je te disais, c'est que pendant cette grossesse-là, j'ai pris un carnet et j'ai écrit. Et je te dis avant de venir que je voulais relire ce carnet avant de faire cet épisode. Et j'ai pas été capable de le faire. Parce que parfois, on n'écrit pas pour se relire derrière, on écrit juste pour se libérer. Et honnêtement, je pense pas en être capable. Capable, oui, mais en avoir envie, non. Maintenant. C'est passé à autre chose. Ouais. J'avais une dernière question à te poser parce que tout à l'heure tu disais que justement probablement que ce mal-être avait été induit parce que depuis longtemps, presque 3 ans, tu n'avais pas été toi avec cette grossesse, cet allaitement. Est-ce que tu ressens aussi la même chose avec cet allaitement? Oh non. Non, pas du tout. C'est complètement fou et pourtant pendant la grossesse je m'étais dit oui, je vais juste voir, peut-être je vais allaiter un peu et puis voilà. Puis même kiff, quoi. Vraiment même kiff. Honnêtement, j'en ai aucune idée si ça va durer 13 pas la mois. question. Non, je sais bien. Pour l'instant, je kiffe. Par contre, dès que je ne kifferai plus, j'arrêterai. Voilà. Je pense que c'est une belle façon de conclure. Je vais pas te poser la question de savoir si tu veux un autre enfant parce que je trouve que c'est une question qu'on devrait plus poser. Mais elle me dérange pas. Elle te dérange pas? Non. Alors d'ailleurs c'est très étonnant parce que moi elle me dérange absolument pas. C'est vrai. Et je sais que elle peut déranger facilement. En fait c'est pas qu'elle dérange, c'est que si tu l'entends 4 fois par jour, au bout d'un moment ça commence à être un peu embêtant. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages toi? Alors moi, en plus, de base, je me voyais pas mère. Oui. Puis bon, finalement, voilà. Maintenant, je peux pas me voir autrement. J'ai l'impression que c'est mon kiff fois 1000. Être maman, mais c'est mon... Waouh, je sais pas, j'adore. C'est ton... ouais, j'adore c'est ton ça. why. C'est mon... Ouais, mais à la fois tout équilibré, c'est mon why, je vais pas dire autant que travailler, mais... Ceci dit, ton travail, c'est de prendre soin des mamas. Voilà, c'est ça. Et des mamas to be. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même. Hein. Ah il y a complètement un truc. Pour mon mec, lui, c'est sûr et certain, on repart. Ah ouais? Non, mais c'est insupportable, il le dit déjà à chaque personne que l'on croise. J'ai l'impression, oui, mais moi, je voudrais d'abord être sûre qu'il veuille pas un garçon. Ah, que ce soit qu'il juste veuille pour bien ça. un 3e enfant et qu'il veuille pas un garçon. Moi, je me vois très bien avec 3 gonzesses. Ouais. Moi, je m'en fous. Mais que ce soit pas la raison pour laquelle il y aurait un 3e enfant. Carrément. Et aussi, il faut se le dire, on verra d'ici quelques années, ou mois, j'en sais rien, mais j'espère années si c'est le cas, si le couple va bien, va même très bien. Ça sera vraiment la priorité. Je veux qu'on s'aime toujours comme des oufs, parce que sinon, non. On ne fera pas. Et aussi, bien sûr, financièrement, est-ce qu'on est capable d'accueillir un 3e enfant? Oui. Parce que, bien sûr, on peut avoir envie, mais est-ce que ça va pas trop changer aussi, ça? Ce sera une vraie question, quoi. Ouais. Merci, Justine. Merci à toi. C'était chouette, c'était vraiment, vraiment chouette. En tout cas, riche en émotions, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver pour suivre un peu tes programmes si, sait-on jamais, des fois que des futures mamans ou des mamans passeraient par ici, c'est vrai? Après tout, pourquoi pas? Oui, ça serait étonnant. Ça serait étonnant. On peut me retrouver sur Instagram @yogin.mama et sur yoginmama.com. Ouais. Tu nous parles vite fait de ta plateforme, allez. Allez, un petit coup d'autopromo. C'est parti. Du coup, sur le Mama Kiff, je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine en live pour kiffer et bouger pendant la grossesse, puis pendant toute la Mama Life.
Et aussi, vous avez accès à une bibliothèque de plus de 200 heures de vidéos, de yoga, selon des méthodes bien précises que j'ai créées pour accompagner toutes les femmes, celles qui n'ont jamais bougé, celles qui ont besoin de très forte intensité. Et aussi, il y a des expertes en périnatalité qui viennent faire des talks, mais en mode à la cool, bienveillant, comme ce que j'essaie de partager. Ouais. Donc voilà, on retrouve du fitness, ostéo, kiné, tout ça, quoi. Naturo, tout ça. Super, merci Justine, merci. Et puis peut-être qu'on fera un 4e épisode, un de ces jours. Mais peut-être, quand j'aurai Justine, famille XXL, 15 gonzesses. On fera une série dédiée à Justine. Merci, puis à bientôt. Merci à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait « Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que. » Trop sympa, non ? Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.